On dit souvent que le diable se cache dans les détails, mais chez moi, il s'est installé confortablement dans un canapé d'angle en velours bleu canard. Mon nom est Antoine. Je suis restaurateur d'art. Mon métier consiste à voir ce que les autres ignorent. Une fissure millimétrée sur une toile du XVIIe siècle. Un pigment qui s'altère. Une retouche grossière cachée sous des couches de vernis. J'ai l'œil pour le faux. Pourtant, j'ai mis 6 mois à réaliser que ma propre vie n'était plus qu'une contrefaçon. Tout a commencé par un changement imperceptible dans l'air de notre appartement. Vous savez, cette sensation que les meubles ont bougé de quelques centimètres sans raison. Ma femme, Léa, a toujours été passionnée par la décoration. Mais soudain, cette passion est devenue une fièvre. Elle passait ses week-ends dans des showrooms de design, revenant avec des catalogues épais et un regard brillant que je n'arrivais plus à allumer moi-même. « Antoine, regarde cette ligne », me disait-elle en caressant la page glacée d'un catalogue. « C'est du minimalisme organique. C'est sensuel. Tu ne trouves pas ?» Je hochais la tête, un peu distrait, alors que je nettoyais une icône byzantine. Sensuelle, pour une table en chêne. Je la trouvais changée. Ses gestes étaient les plus lents, ses silences plus denses. Elle a commencé à porter des sous-vêtements qu'elle ne me montrait jamais, cachés sous des pulls en cachemire trop larges. L'odeur de la maison a changé aussi. Ce n'était plus seulement le parfum des bougies à la cire d'abeille, mais une odeur de bois neuf, de cuir tanné et d'un parfum d'homme musqué qui semblait s'accrocher aux rideaux après ses après-midi shopping. Un mardi de pluie fine, celle qui colle aux vitres et rend tout flou, je suis rentré plus tôt. L'atelier était trop sombre pour travailler la dorure. En entrant, j'ai entendu un rire de gorge, étouffé, qui venait du salon. Léa était au téléphone. Elle ne m'a pas entendu arriver. « Non, pas samedi. Antoine sera là. On doit trouver un autre moment pour la livraison. » J'ai tellement hâte de sentir ce nouveau contact. Son ton n'était pas celui d'une cliente discutant d'un buffet. C'était celui d'une femme qui a soif. Je me suis figé dans le couloir, le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau en cage. Quand elle m'a aperçu, son visage est devenu livide, puis elle a esquissé un sourire trop rapide pour être honnête. « Ah, tu es là! C'était le vendeur de chez Ligne et Design. » La commande du canapé prend du retard. Elle a posé son téléphone écran contre la table. Un geste réflexe. Un geste coupable. J'ai souri, un sourire de façade, celui que j'utilise pour rassurer les clients inquiets pour leur tableau. Mais à l'intérieur, la première fissure venait d'apparaître sur ma toile personnelle. Le lendemain, la paranoïa s'est installée comme un brouillard. J'ai commencé à noter les détails. Son téléphone ne quittait plus sa main, même sous la douche. Elle avait changé son code de verrouillage. Et puis, il y avait les factures. Des montants exorbitants pour des meubles que je ne voyais jamais arriver. Des acomptes de 2000, 3000 euros versés à un certain Marc L. J'ai décidé de voir ce fameux Marc. Je me suis rendu au showroom Ligne et Design un jeudi après-midi. L'endroit était immense, froid, rempli de meubles aux angles tranchants. Au fond, derrière un bureau en verre fumé, il était là. Marc. Il était l'opposé de moi. J'ai les mains tachées de peinture et les cheveux en bataille. Lui était impeccable. Costume cintré, barbe taillée au millimètre, et ce sourire carnassier de celui qui sait vendre n'importe quoi à n'importe qui. Je me suis fait passer pour un client lambda. Je cherche quelque chose de spécial pour ma femme, ai-je dit d'une voix que j'espérais stable. Il m'a regardé, ses yeux glissant sur mes vêtements comme s'il évaluait mon compte en banque. On a ce qu'il faut. Le confort est essentiel, monsieur. Mais c'est la structure qui compte. Une structure solide permet toutes les fantaisies. Il a eu un petit rire entendu. J'ai eu envie de lui briser les dents contre son bureau en verre. Sur le coin de son sous-main, j'ai vu un petit objet. Un stylo en argent, gravé.
Je connaissais ce stylo. C'était moi qui l'avais offert à Léa pour son anniversaire l'année dernière. Il l'utilisait pour griffonner sur ses bons de commande. Ma tête a commencé à tourner. Tout devenait clair. Les retards de livraison, les acomptes, les rires étouffés. Ce n'étaient pas des meubles qu'elle achetait, c'était du temps avec lui. Chaque euro de notre compte joint finançait leur rendez-vous dans des hôtels ou dans l'arrière-boutique de ce temple du luxe. Je suis sorti sans rien dire, les poumons brûlants. La pluie avait redoublé. Je suis resté dans ma voiture, garée un peu plus loin, à attendre. 2 heures ont passé. Les essuie-glaces grimaçaient sur le pare-brise. Chut-clac, chut-clac. À 18 heures, le showroom a fermé ses portes. J'ai vu Léa arriver. Elle portait son imperméable beige, celui qu'elle réserve aux grandes occasions. Elle a regardé autour d'elle, nerveuse, puis a frappé à la vitre. Marc lui a ouvert. Ils ne se sont pas parlé. Il l'a saisie par la taille et l'a embrassée contre un buffet en noyer à 8 000 €. J'ai vu ses mains à lui s'égarer sur elle avec une familiarité révoltante. J'ai pris mon appareil photo. Clic. La preuve était là, figée dans le numérique, plus réelle que mes doutes. Je suis rentré avant elle. J'ai préparé le dîner. J'ai mis la table avec une précision maniaque. Quand elle est entrée, elle semblait radieuse, un peu décoiffée, les joues roses à cause du froid, ou d'autre chose. « Tu sens bon ?» ai-je dit en m'approchant pour l'embrasser sur la joue. On dirait de la cire de bois et du cuir. Elle a eu un mouvement de recul imperceptible. Ses pupilles se sont rétractées. « Oh, j'étais encore au magasin de meubles. Marc m'a montré les nouveaux arrivages. C'est fatigant de choisir, tu sais. » Je n'en doute pas, Léa. Ça doit demander énormément d'énergie de trouver la pièce parfaite. Pendant le repas, le silence était épais, presque solide. On aurait pu le découper au couteau. Elle fixait son assiette, évitant mon regard. J'observais chaque micro-expression de son visage, le tremblement de ses doigts sur son verre de vin, la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand je mentionnais nos projets de vacances. Elle n'était plus là. Elle était déjà ailleurs, dans les bras du vendeur, sur un autre lit, dans une autre vie. « Antoine, ça va ? Tu as l'air ailleurs, » a-t-elle murmuré. Je pensais à la restauration, Léa. Tu sais, parfois, une œuvre est tellement abîmée qu'il vaut mieux ne pas essayer de la sauver. Il vaut mieux la laisser brûler et recommencer à zéro. Elle a froncé les sourcils, ne comprenant pas la menace cachée sous mes mots. Le lendemain, j'ai commencé mon plan. Je suis restaurateur d'art, je sais être patient. Je sais manipuler les substances. J'ai commencé à glisser de petites doses de sédatifs dans son thé du soir, juste assez pour qu'elle dorme d'un sommeil de plomb. Pendant qu'elle sombrait, je prenais son téléphone. J'ai tout lu. Les messages étaient explicites, dégoûtants. Il se moquait de moi. Il m'appelait « le vieux fossile ». Il prévoyait de partir ensemble en Italie, en utilisant l'argent de notre épargne que Léa transférait petit à petit sur un compte occulte. Mais le plus choquant, c'est ce que j'ai découvert dans son sac à main vendredi soir. Un test de grossesse. Positif. Mon sang s'est glacé. Nous essayons d'avoir un enfant depuis 2 ans, sans succès. Et là, elle attendait un enfant. Mais de qui ? De moi, le mari prévisible, ou du vendeur aux dents blanches ? J'ai senti une rage noire monter en moi. Une rage froide, méthodique. Je ne voulais pas juste divorcer. Je voulais qu'il paie pour chaque mensonge, pour chaque caresse volée, pour cet enfant qui n'aurait jamais dû exister dans ce chaos. J'ai appelé Marc le samedi matin, depuis un téléphone public. « Bonjour Marc, je suis le mari de Léa. Ne raccrochez pas, je sais tout. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'entendais sa respiration courte. « Écoutez, monsieur, » a-t-il commencé. « Taisez-vous. Je ne suis pas là pour faire une scène. Je suis là pour faire une affaire. Léa est instable. Elle vous veut pour elle seule, mais elle ne vous a pas dit qu'elle est ruinée. L'argent qu'elle vous donne,
c'est le mien. Et je vais couper les vannes. Par contre, si vous m'aidez à lui donner une leçon, je vous laisse une commission de 50 000 €. Cash. L'appât était lancé. Marc, le vendeur cupide, a hésité. Mais pas longtemps. « Qu'est-ce que je dois faire ?» a-t-il demandé, sa voix trahissant sa cupidité. Je lui ai donné rendez-vous le dimanche soir, au showroom, après la fermeture. J'ai dit à Léa que je partais pour une expertise à Bruxelles, pour tout le week-end. Elle était ravie. Elle a immédiatement appelé Marc pour organiser une soirée d'adieu, avant mon retour imaginaire. Le dimanche soir, la pluie tombait en cascade, noyant la ville sous un linceul gris. Je me suis caché dans les ombres du showroom grâce au double des clés que j'avais subtilisé à Léa. L'odeur du mobilier neuf m'écœurait. Ils sont arrivés ensemble. Ils riaient. Ils ont débouché une bouteille de champagne sur le fameux canapé en velours bleu. « Enfin seul », a dit Léa, en se serrant contre lui. « Antoine est à des kilomètres. On va pouvoir fêter ça. Et le bébé. » Marc a eu un sourire étrange, un sourire que Léa n'a pas vu. « Oui, fêtons ça », a-t-il répondu en sortant un petit flacon de sa poche, celui que je lui avais donné. Il a versé le liquide dans le verre de Léa. « À notre avenir », a-t-il porté un toast. Léa a bu. Quelques minutes plus tard, ses paupières sont devenues lourdes. Elle a essayé de parler, mais ses mots se sont transformés en bouillie. Elle s'est effondrée sur le velours bleu, inconsciente. Marc s'est levé et m'a regardé, alors que je sortais de derrière un immense paravent japonais. Voilà, c'est fait. Elle dort. Maintenant, donnez-moi mon argent, et on en finit. Je me suis approché de ma femme endormie. J'ai caressé ses cheveux. Elle était si belle, si fausse. J'ai regardé Marc. « Vous êtes vraiment une ordure, Marc. Vous avez trahi votre amante pour quelques billets. Vous pensiez vraiment que j'allais vous payer pour avoir souillé ma vie ?» J'ai sorti un pistolet de ma veste. Marc a écarquillé les yeux. « Attendez, on avait un deal !»« Le deal a changé, Marc, comme les prix dans votre magasin. » J'ai appuyé sur la détente. Le silencieux a étouffé le bruit, mais l'impact a projeté Marc contre un miroir de designer qui a volé en éclats. Il s'est écroulé au sol, le sang tachant le tapis blanc immaculé. Maintenant, j'étais seul avec Léa, toujours inconsciente sur le canapé. J'ai sorti mon matériel de restauration, des solvants, des colles fortes et un scalpel. Je n'allais pas la tuer. Ce serait trop simple. Un restaurateur ne détruit jamais totalement une œuvre. Il la transforme. Je me suis mis au travail sous la lumière crue des néons du magasin. Le silence dans le showroom était devenu lourd, presque palpable, seulement rompu par le clapotis de la pluie contre les immenses vitrines. Marc gisait au sol, une tache sombre s'étendant lentement sur le tapis hors de prix. Je ne le regardais même plus. Mon attention était tout entière tournée vers Léa, étendue sur ce canapé bleu qu'elle aimait tant. Elle dormait d'un sommeil chimique, provoqué par le cocktail que j'avais préparé. Je savais exactement combien de temps j'avais avant qu'elle ne reprenne connaissance. 40 minutes. Pas une de plus. C'était suffisant pour un homme habitué à la précision millimétrée de la restauration d'art. J'ai ouvert ma mallette de cuir. À l'intérieur, pas d'armes rutilantes, mais mes outils de travail habituels. Des bistouris à lame interchangeables, des pinces d'orfèvre et plusieurs flacons de produits chimiques que j'utilise pour décaper les vernis anciens. J'ai aussi sorti une petite caméra thermique et un moniteur cardiaque portable. Je me suis mis au travail. D'abord, j'ai pris son téléphone. J'ai utilisé son propre doigt inerte pour déverrouiller l'appareil une dernière fois. J'ai envoyé un message à sa mère, à ses amis et même à son patron. Je pars avec Marc. Ne me cherchez pas. Je commence une nouvelle vie, loin de tout ce mensonge. Adieu. Un message classique, efficace, qui expliquerait sa disparition pendant les premières 48 heures critiques. Ensuite, je me suis occupé du décor. J'ai traîné le corps de Marc vers l'arrière-boutique, là où les stocks de meubles attendent d'être livrés.
Je l'ai installé dans une immense caisse en bois destinée à l'exportation vers la Russie. J'ai refermé le couvercle avec une visseuse électrique. Le son de la machine, vrit, vrit, résonnait dans le magasin vide comme un cri de victoire. Il ne mourrait pas tout de suite, mais il n'irait nulle part. Je suis revenu vers Léa. J'ai sorti mon scalpel. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai pratiqué une incision légère, presque invisible, derrière son oreille, là où la peau est la plus fine. J'ai inséré une minuscule puce GPS de la taille d'un grain de riz sous son épiderme. Puis, j'ai utilisé une colle biologique de haute précision pour refermer la plaie. En quelques minutes, il ne restait qu'une minuscule rougeur, comme une piqûre de moustique. « Tu ne seras plus jamais seule, Léa », ai-je murmuré à son oreille. « Où que tu ailles, je verrai chaque mouvement, chaque pas. » Mais le clou du spectacle restait à venir. J'ai sorti un flacon d'encre de tatouage dermique, une substance que j'avais moi-même synthétisée dans mon atelier. Elle est invisible à l'œil nu, mais elle réagit aux rayons ultraviolets. Sur sa cheville, là où elle ne regarde jamais vraiment, j'ai tatoué un numéro de série, le numéro d'inventaire de la première œuvre que j'ai restaurée quand nous nous sommes rencontrés. Elle était devenue ma propriété, une pièce de ma collection. À cet instant, Léa a laissé échapper un gémissement. Ses paupières ont frémi. Le temps pressait. J'ai rapidement nettoyé toutes les traces de sang de Marc avec un solvant spécial qui détruit l'ADN. J'ai replacé le tapis, retourné le buffet et effacé mes propres empreintes. Je suis sorti du showroom par la porte de service, me fondant dans la nuit pluvieuse. Je me suis garé à 2 rues de là et j'ai allumé ma tablette. Sur l'écran, un petit point rouge clignotait. Léa. 20 minutes plus tard, je l'ai vue sortir du magasin sur l'écran de surveillance que j'avais piraté. Elle marchait en titubant, l'air totalement désorienté. Elle s'est effondrée contre un lampadaire, tenant sa tête entre ses mains. Elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Pour elle, la soirée s'était terminée après le premier verre de champagne. Marc avait disparu, le magasin était vide et elle était seule dans le froid. Elle a essayé d'appeler Marc, sans succès. Elle a vérifié ses messages envoyés et a poussé un cri d'horreur en voyant les textes de rupture qu'elle pensait avoir écrits sous l'emprise de l'alcool. Je l'ai regardée rentrer à pied, sous la pluie battante. Je l'ai suivie à distance, mes phares éteints. Elle ressemblait à une poupée cassée. Le lendemain matin, je suis rentré à l'appartement, faisant semblant d'arriver de Bruxelles. Elle était prostrée sur le lit, les yeux rouges, tremblante de fièvre. « Antoine !» a-t-elle hoqueté. « Marc est parti. Il a pris tout l'argent du compte joint et il a disparu. Et j'ai envoyé des messages horribles à tout le monde. Je ne me souviens de rien. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai senti son odeur, ce mélange de pluie et de peur. C'était délicieux. « Chut, ma chérie. Je suis là. Je te l'avais dit. Ces gens du milieu du design sont des escrocs. Mais ne t'inquiète pas, on va tout recommencer. Ensemble. » Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai joué le rôle du mari parfait. Je l'ai aidé à surmonter sa dépression. Je l'ai consolé pour la perte de l'enfant, car, bien sûr, j'avais ajouté une substance abortive dans son thé le soir de la scène au showroom. Elle pensait avoir fait une fausse couche à cause du stress. Elle pleurait des nuits entières dans mes bras, sans savoir qu'elle pleurait sur l'épaule de celui qui avait tout orchestré. Mais le plus sombre était ailleurs. J'avais installé des micros partout dans l'appartement. Je l'écoutais respirer quand je n'étais pas là. Je regardais le point rouge sur ma tablette quand elle allait faire les courses. Parfois, pour la torturer un peu plus, je lui envoyais des messages anonymes avec des photos de Marc, des photos que j'avais prises avant de le ranger dans sa caisse. « Il te regarde », disait le message. Elle devenait folle de paranoïa. Elle a fini par ne plus vouloir sortir de la maison. Elle est devenue ma prisonnière volontaire, trop effrayée par le monde extérieur pour quitter notre appartement. Un soir, alors que nous dînions aux chandelles pour fêter notre nouveau départ,
J'ai remarqué qu'elle grattait nerveusement derrière son oreille. « Ça va, Léa? Tu as l'air nerveuse. » « Je ne sais pas. J'ai une sensation bizarre, comme si quelque chose me démangeait sous la peau. Et parfois, j'ai l'impression d'entendre un petit sifflement dans ma tête. » J'ai souri, un sourire de restaurateur satisfait. « C'est le stress, mon amour. Viens, assieds-toi. J'ai acheté un nouveau canapé, un modèle très spécial. » Elle s'est assise sur le canapé que j'avais fait livrer le matin même, un modèle unique, sur mesure. Elle ne savait pas que sous le tissu, dans le rembourrage du dossier, j'avais dissimulé les cendres de Marc. Je les avais récupérées après avoir brûlé la caisse d'exportation dans le four de mon atelier de restauration. Elle était assise sur son amant, littéralement. « Il est confortable ?» ai-je demandé en lui servant un verre de vin. « Oui, un peu ferme, mais il soutient bien le dos. » C'est l'essentiel, Léa. Le soutien. Dans un couple, comme dans un meuble, c'est la structure qui compte. Si la structure est pourrie, tout s'effondre. Mais si on sait comment la traiter, elle peut durer l'éternité. J'ai éteint les lumières et j'ai allumé ma petite lampe UV de poche. J'ai dirigé le faisceau vers sa cheville. Le numéro d'inventaire a brillé d'un bleu électrique dans l'obscurité. Elle ne l'a pas vu. Elle regardait le vide, ses yeux morts fixés sur la fenêtre. « Je t'aime, Léa, » ai-je murmuré. « Je t'aime aussi, Antoine, » a-t-elle répondu d'une voix monocorde, comme une poupée dont on a tiré la ficelle. Je savais qu'elle ne me tromperait plus jamais, non pas par amour, mais par peur. Et pour un restaurateur d'art, la peur est le meilleur des vernis. Ça fixe les choses, ça les empêche de bouger. Ça rend la contrefaçon aussi réelle que l'original. Dehors, la pluie avait enfin cessé. Mais dans notre appartement, le déluge ne faisait que commencer. Un déluge de silence, de secrets et de cendres cachées sous le velours. Je me suis levé pour aller chercher le dessert. En passant devant le miroir de l'entrée, j'ai croisé mon propre regard. Je n'étais plus Antoine le restaurateur. J'étais Antoine le conservateur, le gardien d'une œuvre brisée que j'avais moi-même recollée, morceau par morceau, pour qu'elle me ressemble. Le point rouge sur ma tablette, resté sur la table basse, brillait doucement. Il ne bougeait plus. Il était exactement là où il devait être, au centre de ma toile.